moi, j'ai envie de profiter de ce beau panel pour poser des questions. Parce que, tu sais, je me projette dans mon rôle de formatrice tout bientôt avec des éducatrices. Puis ma question, ce serait un peu là, je réfère au cadre actuel en région et tout. Disons qu'un jour, je donnerai des formations à des personnes, disons, plutôt d'origine québécoise. D'une part, comment éveiller la sensibilité ou la curiosité, en fait, à connaître une autre culture, puis tu sais, je m'imagine parler à des éducatrices qui doivent se dire, bon, un peu, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je dois apprendre ça? Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression, quand on n'a pas été plongé dans les amitiés ou les relations de travail interculturelles, ça se peut qu'on ne se pose pas la question de, pourquoi il faut que je sache ça? Et pourquoi ça serait ma responsabilité comme éducatrice de m'y intéresser ou de mettre en place des approches inclusives? Là, je réfère à ce que je vis un petit peu ici. Ça commence, mais ça peut prendre des années avant que, par exemple, des éducatrices dans des haltes garderies de maisons de la famille préfèrent dire, écoutez, on ne prendra pas d'enfants issus de telle communauté parce qu'on n'est comme pas préparé. Mais ils ne le voient pas comme une responsabilité d'uniformiser, en fait, leur pratique pour être capable d'accueillir. Donc, tu sais, il y a comme une espèce d'a priori ou de malaise, puis on en parlait, le malaise de direction, mais donc la question, c'est comment comme éveiller la curiosité ou l'intérêt pour ça, sans être moralisateur, mais de dire que c'est riche, c'est rencontrer l'humain, c'est une plus-value en tant qu'humain, de rencontrer une famille qui a un parcours d'immigration. Puis si, au contraire, c'est des gens, déjà des éducatrices issues de l'immigration, mais comment approcher ça, avoir ces discussions-là, ouvrir le dialogue et tout. Donc, c'est un peu les deux questions. Ah, tu sais, Hélène, moi, je rêve du jour où est-ce que la formation en intervention interculturelle va devenir obligatoire. Comme ça, on va être on serait obligé d'ouvrir le dialogue. J'aimerais beaucoup que le ministère de la Famille rende ça obligatoire ou le ministère de l'Éducation rende ça obligatoire dans la technique d'éducation de l'enfance. Ce serait déjà un plus. Et ça permettrait justement aux éducateurs et éducatrices d'ouvrir le dialogue, comme tu as dit, puis de se mettre aussi en confiance pour en parler. Tu sais. Ce serait déjà pas pire. Je dois préciser que dans les 22 compétences établies par le ministère de la Famille, de l'Éducation, pardon, parce que la formation est au niveau collégial essentiellement, il y a quand même une compétence qui est analyser les besoins particuliers des enfants, puis appliquer des interventions, des actions éducatives qui puissent les aider. Mais c'est tellement dilué à travers toutes sortes d'autres besoins que peut-être que c'est 5 heures au niveau d'inclusion concernant la diversité ethnique. Là. Je pense que c'est de pouvoir... c'est possible d'en parler dans tous les cours parce que maintenant, les cours, ils sont pas donnés par... je peux faire ma technique d'éducation à l'enfance à Saint-Hyacinthe, puis les cours s'appelleront pas de la même façon que si je fais ma technique à Marie-Victorin. Mais les 22 compétences vont être recoupées de manière particulière dans chacun des collèges, mais fournir de l'aide, qui est la compétence 019D, elle pourra inclure des exemples justement de la diversité, pas juste trop camper selon le sexe parce que cet enfant-là est tannant, donc c'est nécessairement un garçon, puis comment se fait-il que j'utilise ce jugement-là, etc. Là. Mais on est au cœur d'un processus. Là. J'aimerais aussi soulever que c'est pas parce que il y a un nombre maximum, une majorité d'intervenants de la petite enfance qui sont issus de la diversité ethnique, qu'il y a des activités interculturelles et qu'ils parlent justement d'activités interculturelles et ainsi de suite. C'est faux. Au contraire, il n'y en a pas non plus, il y en a très peu aussi. Parce qu'on n'encourage pas le personnel à justement mettre sur pied ces activités-là, puis à aussi parler de leur vécu ou bien de leur histoire aux enfants. On leur encourage pas à faire ça. Fait qu'ils n'encouragent pas non plus les enfants à le faire. Donc, il faut pas penser que parce que c'est multiethnique, que c'est vraiment énorme, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la diversité ethnique dans le milieu, que forcément, il va y avoir plus d'activités interculturelles. C'est
faux. Puis, Hélène, je voulais juste te dire, pour encourager le dialogue, une chose aussi qu'on peut faire, que moi je fais beaucoup, c'est j'encourage les gens à participer aux ateliers de jumelage interethnique, entre autres. Fait que c'est vraiment de dire, ah, tu sais, il y a tel atelier interculturel qui a lieu cette journée-là ou cette journée-là. C'est vraiment de les encourager, on va s'enrichir, on va apprendre c'est quoi la réalité de ces personnes-là, à travers d'une animation vraiment agréable, parce qu'on va pouvoir faire une activité ensemble, ou bien aussi d'intégrer des fois des outils pédagogiques qui mettent de l'avant justement la diversité des enfants, que ce soit la diversité physique et ethnique, ça peut être aussi la diversité du genre, comme Geneviève l'a mentionné, pour encourager le dialogue dans le milieu. Fait que est-ce que tu as juste simplement de dire à un intervenant, as-tu pas entendu parler de ce livre-là qui parle d'un enfant québécois, qui a cette diversité quelconque, puis de lui en parler pour que justement cette personne-là puisse s'intéresser à ça pour ensuite en parler puis le transmettre avec les autres intervenants du milieu. Ça pourrait être aussi une solution. Éveiller le parcours, là, la curiosité, là, Hélène, ça serait peut-être bien des mini-capsules, peut-être un peu de témoignages et tout ça, tu sais, peut-être juste pour voir un peu la personne, comment elle vivait avant, tout le cheminement, tu sais, pour émigrer, tu sais, c'est pas facile, là, faut que tu passes des tests médicaux, t'as tout plein de papiers à remplir, le stress et tout ça, trouver un appartement, tu sais, fait déjà, si tu es sensibilisé un peu à ça avec des petites capsules un peu de différents comme témoignages, bien, peut-être que ça pourrait juste ouvrir un peu à la discussion. Puis je voulais dire aussi, tu sais, souvent, il faut faire attention à nos mots parce que des fois, mettons, j'ai une collègue là, qui parle espagnol, ben, je vais lui dire, de quel pays tu viens? Elle va dire Montréal-Nord, tu sais. Faut vraiment faire attention aussi, parce qu'il y en a, là, tu sais, que c'est peut-être leurs grands-parents qui sont venus immigrer ici, c'est pas nécessairement des... Fait que, tu sais, des fois, c'est plusieurs générations sont ici, mais ils se font poser la question, ben, d'où tu viens? Ben, de Montréal, là, tu sais. Faut vraiment changer notre tu sais, plutôt, parle-moi de ton parcours, plutôt de me dire, tu sais, ou parle-moi de ta famille ou quelque chose, plutôt que de dire, ben, d'où tu viens, tu sais, parce que on l'entend souvent, puis ça peut blesser les gens aussi, là, de dire, ben, regarde, je suis née au Québec, là. Ma mère est née au Québec aussi, ou mes parents ils ont immigré ici. Ben, tu sais, tes parents, comment ça s'est passé, comment ils se sont rencontrés, tu sais, d'y aller un peu vers ça, parce que c'est vrai, je l'entends souvent, ça. La fille est née à Montréal-Nord, alors qu'ils demandent d'où il vient, là. Fait que c'était juste ça, là. J'avais comme pris plein de notes, là, mais je vais m'arrêter là. On va passer à Karine. Je pense que tu avais la main levée tantôt. Oui, c'était juste un peu par rapport à la question à Hélène, que je trouve que c'est une bonne question parce que c'est un fait que, effectivement, en tant que formateur, vous pouvez être face à une clientèle là, qui n'est pas nécessairement sensibilisée à la base, qui n'a pas nécessairement entendu parler de cette problématique-là. Mais un peu comme que Geneviève disait, là, des fois, le fait d'entendre parler d'exemples concrets, de juste faire une image de la problématique, d'en entendre parler au moins une fois, bien, à la fin de la journée, même si à la fin de la journée, ça fait déjà ça de plus que la personne a entendu dans son quotidien. Ça fait déjà des petits outils de plus, qu'elle est un peu plus sensibilisée par rapport à ça qu'en temps normal, si on n'en parlait pas. Puis pour toute problématique sociale, le fait d'en parler, plus on en parle, plus on devient de plus en plus ouvert puis conscientisé là, par rapport à ça. Fait les exemples concrets, là, ça permet tellement d'illuminer puis à mettre des images sur ce que les gens vivent. Fait que ça peut être super bien. Merci pour vos suggestions. Puis, tu sais, c'est ce que je pensais, partir aussi d'histoire, comme de cas vécus, puis de parcours migratoires, parce que je vois que souvent, comme les personnes n'ont aucune idée de la lourdeur, administrative, du concept de choc, comme Myriam l'expliquait bien, de choc aussi des types d'éducation. Puis, je pensais les faire réfléchir à ce sujet-là, mais tu sais, je me disais comment ça peut coller aussi à la réalité d'une éducatrice. Je l'ai déjà été dans le passé, on a des gros groupes, ça va vite, il y a des routines à instaurer, puis de favoriser une approche inclusive, c'est quand même un défi parce que ça veut dire de s'arrêter aux besoins particuliers d'une famille. T'sais. Puis je m'imagine une maman qui est éducatrice, qui a elle-même à la maison sa propre famille, qui a hâte de rentrer le soir. Comment est-ce qu'elle va pouvoir jouer ce rôle-là de
d'être attentive à que ce soit une diversité neurologique d'un enfant autiste, peu importe, comment est-ce qu'elle va s'attarder au contexte familial, de rester le soir à parler aux parents. Puis c'est là où je dois peut-être apprendre. Je vois que c'est plutôt les éducatrices spécialisées là, qui vont travailler de pair. On va faire des plans d'intervention. Mais c'est ça, il y a tellement de connaissances qu'on peut partager. J'essaie de voir, en tout cas, puis ça sera à continuer à élaborer avec Jolette, comment que ça colle à la réalité d'une éducatrice. Parce qu'on peut aller dans bien des théories, mais il faut rester collé sur le fait qu'elle a comme un nombre d'heures limité. Elle commence à 10h52, puis elle finit à 13h26. Puis, elle a beaucoup de responsabilités comme éducatrice. Donc, j'essaie de voir, OK, il faut que ça soit utile pour elle, puis qu'elle ressorte de ça avec peut-être même se sentir reconnue dans son rôle, parce que je voyais cette semaine une formation de la Fondation Chagnon, puis il disait qu'en fait, c'est tellement important le rôle de l'éducatrice en CPE. Fait que, c'est pas juste de critiquer, peut-être, là, de dire, bon, ben là, il faut que tu apprennes des choses, mais aussi, le côté... ton rôle est tellement important pour amener un premier lien avec cet enfant-là, de l'accueillir inconditionnellement. Puis, fait que c'est toutes ça les réflexions auxquelles je pense en ce moment. Oui, on peut y aller super théorique puis arriver avec nos grands principes, mais l'éducatrice, elle ressort comment de ça, que ça va la nourrir puis la motiver, parce que peut-être qu'elle vit de l'épuisement aussi, puis de la fatigue de tout gérer, justement, mettons en maternelle, les enfants n'ont pas encore de diagnostic, donc elle doit le gérer tout seul sans éducatrice spécialisée, il y a tout ça. Fait que, en tout cas, on lance la discussion, elle va continuer, j'imagine, entre nous, là. Mais c'est ça, c'est un peu mes réflexions actuelles. Comment être campé sur vraiment la réalité des besoins réels de l'éducatrice qui va ressortir de ces 3 heures-là, enrichie et motivée, et non pas on a encore une autre chose à faire de plus. Ben, je pense que c'est sûr qu'une formation de 3 heures, c'est limité, hein. Semons des petites graines, mais c'est le cumul de plusieurs formations sur plusieurs années. Le moyen, le court terme, puis le plus long terme. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir comme vision. Et puis, effectivement, valoriser, ça, c'est déjà qu'est-ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Puis, un espace d'écoute. C'est sûr qu'on ne peut pas, pendant les 3 heures, donner la parole constamment, mais de questionner comment elles peuvent transférer des compétences, comment elles voient ça, ces étapes, cette étape-là dans un processus beaucoup plus global. Je crois que c'est d'y aller avec un espace d'échange, puis questionner sur comment elles reçoivent ça. Ça, c'est très important. On va passer à Geneviève vite. Oui, vite. Ben, en fait, par rapport à la valorisation et tout ça, là, c'est ça, d'y aller, je pense, avec le ministère de la Famille, il faut frapper aux bonnes portes, là. Ça, c'est la syndicaliste en moi qui parle. Mais c'est ça, là, faut aller chercher ceux qui financent tout ça là, pour aller changer les cours, ben pas les cours, mais tu sais, les compétences et tout ça. Là, fait que je pense que là, on est comme nous, on est les 7, là, tu sais, mais je pense qu'il faut comme voir aussi, tu sais, à l'extérieur de la boîte, là, faut voir un peu grand, puis c'est ça, je pense que le MFA pourrait avoir un certain rôle à jouer là-dedans. Là. Selon moi, il se cache un peu la tête dans le sable. Là. Beaucoup, je les ai approchés, puis oui, beaucoup. Je vais juste faire un petit parallèle, en fait, par rapport aux éducatrices, comme tu as dit, des fois, elles peuvent avoir une journée chargée, puis ça peut être compliqué un peu de valoriser peut-être telle intervention, mais elles ont une période de planification d'activité dans leur milieu de travail. Fait que c'est environ 1 fois ou 2 semaines, dépendamment des services de garde. Puis la planification d'activité est d'environ 2 heures. Donc, dans ces 2 heures-là, il faut juste que les éducateurs et les éducatrices, par la formation, pensent à intégrer des techniques d'intervention interculturelle. Fait que, par exemple, si elles accueillent un enfant à besoin particulier, il faut qu'elles pensent à intégrer une activité autour des enfants à besoins particuliers pour faire bénéficier le groupe. Donc, exemple, si par exemple, c'est un enfant, je ne sais pas moi, qui est en chaise roulante, fait qu'on lui souhaite la bienvenue à cet enfant-là, on est content de l'accueillir, certes,
mais d'installer vraiment des activités dans sa planification d'activités, comme par exemple, on va faire une semaine de chaise roulante pour essayer de se mettre dans la peau de Daniel. Des choses comme ça, ou bien si elle accueille justement des enfants issus de la diversité ethnique, fait que dans sa planification d'activités, de planifier des activités, exemple autour de voyages, autour des origines de ses parents, d'impliquer aussi les parents dans l'animation d'activités. Fait que c'est juste ça, il faut juste que les éducatrices, comme Nicole l'a dit, elle dit qu'elle croit beaucoup à la petite graine qu'on peut semer, et ainsi de suite, mais c'est un peu ça, c'est qu'il faut amener les éducateurs et les éducatrices à penser à ça dans la planification d'activités pour l'introduire dans leurs activités hebdomadaires puis de 2 semaines pour faire bénéficier aux enfants et aussi pour enrichir l'apprentissage des enfants. Puis ça, malheureusement, c'est très peu fait dans les services de garde. Ben, il faut vraiment que je vous le dise parce que ça me démange. Vous savez, il y a une grande, grande différence entre la réalité des CPE et la réalité des garderies. D'abord, la façon d'administrer n'est pas la même. La syndicalisation n'existe pas. Le salaire est différent, les conditions. Donc, on ne parle vraiment pas d'heures de planification pour une éducatrice qui travaille en garderie. Encore moins garderie non subventionnée. Garderie familiale, c'est autre chose. C'est tout un méli-mélo au Québec. Hein? C'est un mélange, là, c'est très difficile à se retrouver. Puis je ne voudrais tellement pas que Couleur d'enfants aille du côté CPE. On se range de leur côté, puis qu'on oublie tous les enfants qui vont, parce que ce sont des enfants là, qui sont concernés, qui fréquentent une garderie parce but non lucratif, un but lucratif, c'est complètement, c'est autre chose, même si on a un même programme éducatif. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi englober tout ce qui a trait aux structures mises en place en termes de services de garde éducatifs. Ce ne sont pas seulement les CPE. Vraiment pas. Il va falloir parler d'inclusion aussi à ce niveau-là.